Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la rencontre des auteurs de la version française du magazine Who plus Men Evolution, édition 2025. Aujourd'hui, vous allez découvrir les auteurs de la version française du magazine du G100 Global Networking. Je suis Carmen Zamba, présidente pays France, donc Country Share France, euh, membre de l'équipe éditoriale du magazine G100 Global Networking. Donc, j'ai coordonné les articles de la version française et je suis aussi coordinatrice de la zone francophone du G100 Global Networking. Donc, je vais laisser les unes et les autres se présenter, donc les auteurs. Lydiane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette belle rencontre avec les auteurs du magazine Who plus Men Evolution 8e édition. Je m'appelle Lydiane Feuerherr, présidente région Grand Est de Global Networking France G100, fondatrice d'Alf Eventus et agent immobilier indépendante. Bonjour à toutes et à tous, ravie également d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis membre de G100 aussi, Country Advisor France, et par ailleurs, je suis donc Riane Abiba, docteur en médecine physique et adaptation, donc spécialiste dans ce domaine, expert en handicap, et parallèlement, je gère une entreprise de conseil et d'accompagnement toujours dans le monde du handicap, et je préside aussi une association humanitaire tournée vers l'Afrique. Laure. Bonjour à tous. Je suis ravie également de faire partie des auteurs de ce magazine de l'aile francophone G100. Je suis Laure Francine Ratanga, Contichère Gabon. Je suis également expert du tourisme. Donc, je suis présentement inspecteur des services au ministère du Tourisme durable et de l'artisanat. J'ai d'abord occupé avant cela des fonctions comme directeur général du tourisme par intérim, mais également directeur général adjoint de l'hôtellerie. Merci. Claude. Bonjour, je suis Claude, je suis diplômée de Master 2 en sciences politiques axée sur les transformations sociales et environnementales. Je suis également autrice d'un livre qui traite des problématiques de santé et des problématiques sociales des femmes. Aujourd'hui, du coup, je participe à la présentation du magazine français du G100 et je suis ravie. Merci. Merci. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est le Global Networking version française. Donc aujourd'hui, vous allez rencontrer les auteurs qui vont vous présenter brièvement leurs articles dans ce magazine. Mais avant tout, je vais d'abord vous présenter le G100. Donc le G100, c'est un groupe, un réseau de 100 femmes, on va dire influentes, qui traite en fait, dont la thématique est centrée sur les femmes. Et au sein de ce réseau, vous avez 100 secteurs. Et nous faisons partie du secteur Global Networking. Et donc, au sein du réseau, au sein de l'aile Global Networking, qui est présidée par la Global Chair Mar Introini, et le réseau G100 qui a été fondé par Dr Arbin Arorarai. Au sein du Global Networking, vous avez donc un magazine qui a été créé à l'initiative de la Global Chair Mar. Et jusqu'à 2024, il n'y avait qu'une seule version. Donc, pas une seule version, plutôt, il y avait 3 versions. Donc, en portugais, en anglais et en espagnol. Et donc, en 2025, dans ce magazine, en fait, il y a eu la première version en français. Et donc, c'est celle que nous allons vous présenter aujourd'hui. Cette version-là, qui était la première édition,
Donc, c'est un magazine composé de 15 articles, dont 3 écrits par des hommes, parce qu'au sein de ce réseau, nous n'avons pas que des femmes, il y a aussi des hommes qu'on appelle Denim ou alors He-for-She. Et ce magazine présente aussi les événements qui ont été faits en présentiel par les membres, justement, les country shares de cette aile-là. Et vous allez aussi trouver dans ce magazine un texte, des images du premier événement que nous avons fait à Dakar en décembre 2025, donc qui concernait le Global Networking francophone. Donc, vous allez avoir aussi certaines images. Alors, pour aujourd'hui, nous avons quelques auteurs. Hein, tout le monde n'est pas présent, donc nous avons quelques auteurs. Et les thématiques en fait qui vont être présentées vont vous parler de l'entrepreneuriat dans le secteur du tourisme, du handicap, de la résilience, de la boxe au féminin, de l'endométriose, hein, donc côté santé, et aussi de la sécurité des femmes dans les transports. Et donc, pour commencer, nous allons avoir Laure qui va nous présenter un peu son article. Merci. Carmen, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent présentement en ce moment. Moi, j'ai écrit un article sur l'entrepreneuriat féminin et le tourisme au Gabon. Pourquoi j'ai intitulé mon article de ce titre? Parce que, en fait, comme je vous le disais tantôt, je suis expert en tourisme. Et le tourisme, c'est un secteur, on peut même dire que c'est la première industrie mondiale. C'est un secteur vraiment qui regroupe une pléthore d'activités, une pléthore de métiers. Et selon la caractéristique internationale type des activités touristiques, le tourisme englobe en fait 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier lié au transport. Comme je vous disais, nous sommes dans un secteur transversal. Donc, il y a des transports touristiques. Vous pouvez retrouver comme des agences de voyage, vous pouvez retrouver par exemple les locations de véhicules. Mais vous avez également les tours opérateurs. Mais vous avez également le pilier concernant les loisirs. Dans les loisirs, vous avez les palais de conférences, de congrès, vous avez les parcs d'attractions, vous avez vraiment une pléthore. Mais il y a également le pilier hôtellerie. Dans l'hôtellerie, vous avez les hébergements, vous avez également la restauration. Vous voyez que dans ces différents items, il y a une pléthore vraiment de métiers et d'activités. Et enfin, nous avons le pilier les loisirs. Dans les loisirs touristiques, vous pouvez retrouver la pêche sportive, vous pouvez retrouver les activités liées aux balnéaires, donc comme les quads, la plongée sous-marine. Donc, vous voyez que c'est vraiment un secteur vraiment porteur, un secteur où tout le monde peut vraiment trouver quelque chose à faire, trouver un métier et vraiment s'épanouir dans ce métier. C'est pour ça, vraiment, j'ai tenu à ce que ce sujet soit débattu, surtout concernant les femmes, parce que dans notre activité qui est le tourisme, c'est plus les hommes qui sont mis en avant. Il y a certaines femmes qui essayent, il y a certaines femmes qui émergent, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. Pour le moment, je m'arrête là. Merci. Merci, merci Laure. Donc, tu as parlé d'un sujet assez intéressant, très intéressant même, parce que souvent dans le secteur du tourisme, il est vrai que les femmes ne sont pas très très présentes. Et là, tu as présenté le cas du Gabon. Donc ça, c'est une très belle initiative aussi que tu aies pu avoir. Une qui a bien voulu se prêter au jeu et de tes questions, de ton entretien pour pouvoir faire cet article-là. Donc, ensuite, nous allons donner la parole au docteur Abiba Riane. Merci.
Oui, merci à Carmen de me donner la parole sur un sujet qui me passionne depuis des années et qui continuera à me passionner. Alors, le sujet que j'ai choisi, moi, c'est le handicap et la femme, en mettant en avant la résilience au féminin, voilà, et le titre étant l'inspirante transformation du handicap. On sait que le handicap est partout dans le monde, très nombreux. Il est autant nombreux en France qu'en Afrique, sauf que malgré ce nombre, il est encore très méconnu, avec une ignorance de ce que c'est, de ce que ça représente, de l'aspect du handicap aggravé par problématiques environnementales. Le handicap, ce n'est pas que la maladie physique ou psychique ou autre, mais c'est aussi des difficultés à évoluer dans un environnement qui n'est pas approprié. Donc, le handicap, c'est au-delà du médical, c'est aussi sociétal, c'est aussi environnemental, sociétal et bien sûr problématique de santé. Alors, pour changer le regard sur le handicap, le regard que l'on a sur la limitation, eh bien, j'ai choisi ce sujet qui met en avant la résilience d'une femme qui, de surcroît, est en situation de handicap importante, mais qui, malgré tout, a défié tous les obstacles de la vie pour pouvoir vivre comme tout le monde et jouir d'une inclusion totale. Et ceci grâce à son courage, à sa résilience. Et voilà, donc une femme qui va nous montrer et qui va nous prouver que le handicap n'est pas une limitation, ça peut aussi être une force. Voilà. Merci Aviva pour ta présentation et pour également cet article qui a aussi, comme celui de Laure, enrichi ce premier numéro en version française. Et donc là, nous allons passer la parole à Claude, qui reste aussi un peu dans le secteur de la santé. Merci. Oui, alors merci Carmen, merci Aviva et Laure. Alors, donc du coup, j'ai parlé de l'endométriose et les conséquences sur la vie professionnelle des femmes. Donc, pour commencer, déjà, l'endométriose, c'est une maladie menstruelle qui va attaquer les parties génitales de la femme, notamment au niveau de l'utérus, notamment les parois de l'utérus. Ça va créer des douleurs importantes, très souvent handicapantes. Et l'une des conséquences qui, en tout cas aujourd'hui, est à court, c'est l'errance médicale, donc qui va de 7 années d'errance médicale où les femmes n'arrivent pas du tout à savoir la maladie qu'elles subissent. Donc ces femmes arrivent à découvrir, du coup, à mettre un nom sur leur douleur, l'endométriose, 7 ans après. Donc, ça freine du coup la prise en charge de la maladie, mais surtout, ça freine l'accompagnement au quotidien pour du coup accéder aux soins, mais aussi mener une vie normale. Et il y a du coup les conséquences sur la vie professionnelle. De nombreuses femmes se retrouvent à prendre des traitements qui ne sont pas efficaces, mais qui vont avoir tendance à impacter sur leur santé. Bon, vous doutez bien que prendre des Doliprane tout le temps, ça camoufle plus que traiter la douleur à la racine. Donc, du coup, c'est des femmes qui vont prendre beaucoup de cachets, qui vont avoir des conséquences encore plus sur leur mental ou leurs émotions, sachant que l'endométriose touche aussi beaucoup les hormones et impacte aussi, du coup, l'état d'esprit et aussi, on va dire aussi dans un certain sens, ça peut impacter les rapports au travail. En parlant des rapports au travail, les hommes vont avoir tendance à minimiser du coup la douleur. Pas que les hommes, même aussi d'autres femmes qui
sont du coup habitués à on va dire, ce dogme-là où la douleur de la femme est invisibilisée et normalisée. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à parler de leur douleur, vivre avec du coup ce poids-là pendant des années et malheureusement avoir une vie quotidienne assez compliquée. Donc, dans l'article, je parle des avancées au niveau du coup des politiques publiques mises en place pour du coup accompagner ces personnes-là, mais aussi reconnaître l'endométriose comme étant un mal handicapant pour les femmes au quotidien au travail. Donc, j'espère que je vous ai donné l'envie de lire en tout cas cet article et du coup, je repasse la parole à Carmen. Merci. Merci Claude. Tu as choisi d'aborder un sujet très, très, très important parce que, effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas que les hommes qui ne comprennent pas les, les douleurs que vivent les femmes qui souffrent d'endométriose. Et même souvent dans les entreprises, les femmes aussi, d'autres femmes, qui ne connaissent pas ce type de douleur-là, elles aussi, elles ont tendance, comme tu l'as dit, à minimiser les douleurs de ces femmes-là qui se trouvent difficilement avec des arrêts de travail, parce que ce que elle n'a peut-être pas dit, donc que vous devez savoir, c'est qu'elle a parlé du cas de la France dans son article. Hein. Donc, c'est vraiment l'endométriose et la vie professionnelle en France. Hein. Elle a bien spécifié en France. Donc, moi, j'ai choisi de parler de la sécurité des femmes dans les VTC en France. Donc, pour VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Pourquoi j'ai choisi de parler de cet article, de ce thème-là plutôt, dans mon article? C'est parce que, notamment en région parisienne, il y a eu beaucoup de faits divers où les femmes, les jeunes filles, les étudiantes, ont été soit agressées, en tout cas qui ont connu des déboires, que ce soit dans le métro, dans le RER et même dans les VTC, hein, avec des chauffeurs. Et donc j'ai choisi de traiter de cette question-là, mais en parlant du cas des VTC. Parce que les femmes ont choisi de prendre maintenant beaucoup plus de VTC comparé au RER, parce que pour elles, elles devaient trouver de la sécurité. Mais il se trouve aussi que dans les VTC, ben, il y a aussi de l'insécurité. Donc, face à cette insécurité-là et aux nombreux incidents, aux nombreux cas qui ont été présentés par les médias, donc les deux compagnies de VTC, deux des grandes compagnies de VTC présentes en France, notamment Uber et Bolt, ont choisi de trouver des solutions, à ces problèmes-là, pour permettre aux femmes de prendre justement, de commander en sécurité et de sécuriser aussi leur voyage, leur trajet plutôt avec avec les chauffeurs. Et il se trouve que ces deux compagnies de VTC ont décidé de lancer donc leur campagne euh, au même moment où en France, donc c'était le 28 novembre, hein, qui marque la journée internationale des luttes contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Et en France, à ce moment-là, donc en 2024, il y avait le procès de l'affaire Pénicaud. Et donc, ce jour-là, ils ont dévoilé les solutions qui devaient faire en sorte que les femmes soient plus en sécurité dans les VTC. Donc, je vous invite vraiment à découvrir les solutions les dispositifs qu'ils ont mis en place. Donc, Uber et Bolt ont mis en place pour marquer leur implication et justement et leur intérêt pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, voilà un petit peu la présentation de mon article que je vous invite également à lire. Vous avez le QR code donc, qui s'affiche. Donc, pour tous les articles, en fait, il y a le QR code qui s'affiche, que vous pouvez flasher et tomber sur les articles. Donc, nous allons enfin écouter Lydiane qui va nous présenter son article. Merci.
Alors, j'ai eu l'immense honneur donc, de signer dans cette édition un article auquel je tiens profondément. Cet article s'appelle « Point levé, regard fier, la boxe au féminin à Strasbourg ». Rien qu'à ce titre, vous sentez déjà que ce n'est pas un article sur le sport, ou plutôt pas seulement sur le sport. C'est un article sur des femmes, sur leur puissance, sur ce qu'elles traversent pour aller un soir après l'autre, pousser la porte d'une salle de boxe dans un quartier populaire de Strasbourg. Et c'est de leur histoire dont je voudrais vous parler pendant quelques minutes. Imaginez avec moi, nous sommes à Strasbourg, quartier du Ménon, un quartier populaire, vivant, vrai. Et là, il y a un club de boxe anglaise qui s'appelle l'AS Corona. De l'extérieur, rien ne le distingue vraiment, mais à l'intérieur, il se passe quelque chose que je n'avais vu nulle part ailleurs. Des adolescentes, des étudiantes, des jeunes mères, des femmes actives, toutes réunies sur le même ring, avec les mêmes gants, la même discipline, le même regard. Un regard que j'ai essayé de mettre en mots dans mon article. Et c'est ce regard-là qui m'a donné le titre. Point levé, regard fier. L'AS Corona Box a été fondée en 2009 par M. Artem Erapetian Erapov, un homme passionné qui est aujourd'hui directeur technique du club et responsable de la section boxe anglaise à l'Université de Strasbourg. Quand le club a ouvert ses portes à Strasbourg, il y avait une cinquantaine de boxeurs, aucune femme. En 2012, elles étaient 2. Oui, 2. Aujourd'hui, en 2025, elles sont 38. Alors, bien sûr, on peut dire 38, ce n'est pas beaucoup. Mais moi, ce que je vois derrière ce chiffre, ce sont 38 parcours, 38 décisions, 38 portes poussées un soir par une femme qui, peut-être, n'osait pas. Et c'est là que mon article pose la vraie question. Pourquoi la boxe? Pourquoi un sport que l'on associe culturellement à la virilité, aux hommes, à la violence, devient-il pour ces femmes-là un outil d'émancipation? La réponse, je l'ai cherchée dans les regards, dans les mots, dans les gestes de ces boxeuses. Et je peux vous dire une chose, à l'AS Corona Boxe féminine, les gants ne servent pas uniquement à remporter des combats, ils deviennent un symbole, le symbole de la résilience face aux épreuves de la vie. Pour certaines, issues de milieux fragiles, marqués par la violence ou l'isolement, la boxe devient un chemin vers l'autonomie, vers la liberté, vers soi-même. Je ne dirai pas tout. Je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, ce serait vous priver du plaisir de lire. Mais je peux vous dire ceci. Dans cet article, j'ai voulu parler de sororité, de cette chose qu'on prononce beaucoup aujourd'hui, mais qu'on voit rarement en vrai. À l'AS Corona, la sororité, ce n'est pas un mot, c'est une pratique quotidienne. C'est une boxeuse qui en relève une autre. C'est un regard, un encouragement, une main tendue après un crochet bien placé. Et j'ai aussi voulu parler de dignité, parce que quand une femme apprend à se tenir droite sur un ring, elle apprend aussi à se tenir droite dans la vie. Et je voulais partager avec vous un moment fort, un moment dont je suis particulièrement fière.
Le 21 février 2026, à Strasbourg, nous avons organisé le Gala Mode Art Sport, édition 2026. Un gala où la mode, l'art et le sport se sont rencontrés sur une même scène. Un gala où les talents, les parcours, les histoires se sont croisés pour dire ensemble que la beauté, la création et la performance parlent la même langue, celle de l'engagement et du dépassement de soi. Et dans cette soirée exceptionnelle, nous avons eu l'immense honneur d'accueillir deux invités qui ont marqué des esprits. Monsieur Artem Erapetian Erepov, coach de l'AS Corona Box Strasbourg, l'homme qui, depuis plus de 15 ans, ouvre les portes de son club aux femmes et porte haut les valeurs de la boxe féminine. Et à ses côtés, la boxeuse Sarah Kichel, une championne, une femme inspirante qui incarne à elle seule tout ce dont parle mon article. Leur présence à ce gala a été un symbole fort. Le symbole de la boxe féminine mérite aujourd'hui d'être mis en lumière. Pas seulement dans les salles de sport, mais sur les plus belles scènes. Alors voilà pourquoi je vous invite avec beaucoup d'émotion à ouvrir le magazine Who Plus Men Évolution 2025. Vous y trouverez mon article, point levé, regard fier. Mais vous y trouverez surtout d'autres plumes, d'autres regards, d'autres histoires portées par les auteurs de la communauté Global Networking G100. Le QR code et le lien se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Un clic et vous y êtes. Je remercie Global Networking G100 pour cette belle tribune offerte aux auteurs. Je remercie Monsieur Artem Erepetian Erepov et la boxeuse Sarah Kichel pour leur présence et leur engagement. Je remercie toutes les boxeuses de l'AS Corona qui m'ont inspiré ces pages. Et je vous remercie, vous qui avez pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, point levé, regard fier. À très bientôt. Merci Lydiane. Donc là, je constate en fait que tu as déjà fait ton mot de conclusion. Et voilà, tu as déjà fait ton mot de conclusion. On va laisser la parole aux autres pour faire le mot de conclusion. Ton mot de fin. Donc, dans mon article, j'ai mis en avant les femmes, en particulier une femme. Parce que nous, au Gabon, les femmes sont des femmes maintenant très actives dans tous les camps, dans tous les domaines d'activité. Elles ne se laissent plus faire. Donc, elles essaient tant mieux que mal de s'intégrer, de se faire valoir dans tous les domaines d'activité. Et elles cherchent à améliorer leur autonomie financière et professionnelle. Et c'est pourquoi elles sont reconnues comme des piliers du développement. Et elles jouent un rôle essentiel dans la vie sociale et économique du Gabon. Donc, au Gabon, il y a une opportunité stratégique qui s'est produite en 2024 lorsque le ministère en charge du tourisme a organisé la première caravane touristique et elle a mis en avant, elle a demandé à ce que, bon, en fait, le ministère a demandé à ce que tous les acteurs du tourisme se mettent en avant et même de l'artisanat se mettent en avant pour pouvoir accompagner le ministère dans ce challenge qui était d'organiser la première édition de la caravane touristique du Gabon pour inciter les autochtones à la culture du voyage, mais également les résidents et même les visiteurs internationaux qui voudraient venir découvrir le Gabon. Donc, il y a eu des phases pionnières comme déjà l'identification des sites à valoriser, mais également il y a eu une caravane test pour voir un peu comment huiler la machine pour pouvoir mieux organiser la caravane touristique elle-même. Donc, nous avons pris attache avec les acteurs du secteur, on leur a montré le bien fondé
de cette initiative gouvernementale et nous avons vraiment tenu à ce que les femmes s'impliquent pleinement dans ce challenge pour pouvoir montrer leur savoir-faire et dire qu'elles ne sont pas en marge, que ce ne sont pas seulement les hommes qui peuvent faire des très bonnes choses. Et c'est ainsi que cette première caravane qui s'est tenue du 15 juillet au 30 août 2024 a suscité un vif engouement auprès de nos opérateurs touristiques, tels que les opérateurs, les agences de voyage, les, les hôtels, etc. Et, et c'est ainsi qu'il y a une dame qui a plus ou moins attiré mon attention. C'est une restauratrice qui est basée dans une ville au sud du Gabon, précisément à Mouila, qui a aidé le ministère à mieux accompagner les caravaniers en leur offrant des plats gastronomiques du terroir et montrer en fait aussi le savoir-faire, son savoir-faire. Donc, cette dame s'appelle Madame Isanga Noéline Robert. Elle est responsable du restaurant bar Le Maillon d'Or. Et elle est également la présidente de l'Office national du tourisme de Mouila, dans la ville où elle réside. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Il y a les caravaniers, elle a nourri les caravaniers qui étaient très satisfaits de ses mets, de la qualité de ses offres culinaires, mais également de son accueil et le bouche et à oreille aidant. Elle s'est fait une très bonne publicité. Donc, je vous découvre vivement à lire mon article et à savoir qu'il y a des femmes qui ne se laissent plus faire. Elles sont dynamiques, elles sont ponctuelles, elles aiment ce qu'elles font. Donc, c'est la femme, quoi. C'est la femme qui est mise en avant. Et ça m'a réjoui parce que notre secteur, comme je le disais, est plus porté par les hommes. Donc, s'il y a des femmes qui se valorisent, qui montrent leur savoir-faire, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre en avant cette femme et puis je vous souhaite vivement d'aller découvrir mon article. Pour le moment, je m'arrête là. Je sais qu'il y a encore certaines choses à dire. Je laisse le soin à Abiba, aux autres, à Claude, à Liliane, à Carmen, de pouvoir poursuivre nos échanges qui sont palpitants. Et voilà. Merci. Merci Laure pour ce développement. Et donc là, Lydiane, elle avait déjà commencé par conclure avec son mot de fin. Et donc là, on va aller vers Abiba et Claude et on va continuer avant de terminer. Merci. Oui, merci Carmen de me donner la parole et surtout de Global Networking pour cette occasion d'écrire et de m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur et pour lequel j'œuvre depuis des années. Alors avant de conclure, bien sûr, je vais essayer de donner envie aux lecteurs d'aller lire mon article. Si je vous dis ou si je prononce le mot handicap, qu'est-ce que cela vous inspire à vous et aux lecteurs? Bien sûr, vous allez avoir une image qui va venir à l'esprit, c'est celle de la limitation, de la difficulté et de la fragilité. Ça m'est déjà arrivé d'avoir cette image quand j'étais plus jeune, une image que après s'est rectifiée au fur et à mesure de mon expérience. Dans mon parcours de médecin, bien sûr, spécialiste dans le domaine, j'ai souvent observé le contraire de ce que j'ai précisé jusqu'à il y a de suite. On n'a pas en face de nous que la limitation, que la faiblesse, que la difficulté.
Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des personnes, énormément de personnes dans ma carrière, pour qui le handicap n'a pas été une fin, mais surtout un début d'une transformation profonde. Et c'est cette réflexion qui m'a poussée à écrire l'article intitulé « Résilience au féminin, l'inspirante transformation du handicap ». Mais pour parler de cette transformation, je ne voulais pas rester dans un discours théorique ou médical. Ce n'était pas le but. Je voulais raconter une histoire humaine, une histoire inspirante d'une femme, une femme qui, comme beaucoup d'entre nous, est à la fois mère, professionnelle, engagée dans la société, mais une femme dont le parcours porte une dimension particulière, c'est celui de la résilience, et c'est justement ça que je voulais mettre en avant. Cette femme s'appelle Yamina Toumi, elle est entrepreneure, elle est engagée dans la responsabilité sociétale et sociale des entreprises, impliquée dans des actions sociales et profondément investie dans sa famille. Mais elle vit aussi une vraie réalité, celle d'un handicap visuel. Elle est malvoyante, très malvoyante, avec une prothèse oculaire, ça veut dire un œil qui ne voit pas du tout. Et pourtant, ce qui m'a frappée dans son parcours, ce n'est pas ses difficultés, mais c'est ses capacités à transformer cette réalité en force d'adaptation, une créativité et en engagement. Et au lieu de définir, ou du moins la définir par ce qui pourrait la limiter, elle a choisi de construire sa vie autour de ce qui l'a fait avancer. Et c'est précisément cela que j'ai voulu mettre en lumière dans cet article. Donc, je répète, la résilience. La résilience, ce n'est pas simplement résister à une épreuve, c'est la capacité de transformer une contrainte en énergie, une difficulté en opportunité de croissance. Et les femmes, très souvent, incarnent cette résilience d'une manière particulière, que ce soit en matière d'handicap ou dans d'autres difficultés de la vie sociale. Pourquoi ces femmes incarnent cette résilience? Parce qu'elles apprennent à concilier les rôles, à s'adapter, à inventer des solutions, parfois dans des contextes qui ne leur facilitent pas toujours la tâche. À travers le portrait de Yamina, mon objectif n'était pas de parler de son handicap, mais de raconter son histoire personnelle. C'est aussi d'inviter les lecteurs à changer leur regard sur le handicap. Le handicap ne définit pas une personne. Il fait partie d'une réalité de vie, mais il ne détermine ni la valeur, ni les compétences, ni le potentiel d'un individu. Et lorsque la société commence à changer son regard, alors de nouvelles possibilités apparaissent. L'inclusion, la reconnaissance des talents et surtout l'égalité des chances. Parce que, au-delà du handicap, il parle de quelque chose qui nous concerne tous. Pourquoi lire cet article? C'est justement parce qu'il parle de quelque chose que tout le monde connaît. La capacité humaine à se relever, à s'adapter et à avancer. Je ne vous dévoilerai pas toute l'histoire de Yamina ici, mais je veux vous dire une chose. Son parcours nous rappelle que les obstacles de la vie peuvent parfois révéler nos plus grandes forces. Et c'est précisément ce message d'espoir, de courage et de résilience que j'ai souhaité partager à travers cet article. Je vous invite à le lire, à cliquer sur le QR code qui sera en bas, à le découvrir et à découvrir à travers Yamina Toumi, cette femme résiliente, découvrir ce qu'est le handicap. Merci Abiba pour ta conclusion. Claude, merci. Oui, alors merci à toutes pour vos conclusions très enrichissantes. Alors, s'il faut que je dise un mot de fin, c'est que mon article, dans un premier temps, avait pour objectif d'informer sur l'endométriose et notamment l'impact que cette maladie a sur, du coup, la condition de la femme dans le milieu professionnel. Comme nous savons toutes, le milieu professionnel est très masculinisé, dans le sens où les hommes ont été les premiers à travailler et ont gardé, on va dire, ce domaine-là pour eux pendant très longtemps, pendant des décennies. Les femmes n'étaient pas autorisées à travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc, la féminité est très invisibilisée dans le monde professionnel, notamment encore pire
tout ce qui concerne l'état personnel des femmes, notamment ce qui se passe en dessous de la culotte. Donc, mon article veut du coup visibiliser les traits féminins dans un monde à prédominance masculine. J'espère que cet article va vous permettre d'être de plus en plus sensibilisé sur l'endométriose et sur les maladies menstruelles qui touchent les femmes, et que cet article vous permettra de comprendre que ce n'est pas une maladie à titre accessoire que les femmes brandissent pour pouvoir acquérir, on va dire, des avantages au travail, mais que c'est un véritable mal qui a duré, qui est normalisé, qui impacte véritablement le quotidien des femmes, qui impacte leur productivité. Il faut savoir qu'en France encore, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes possibilités d'évolution dans le monde professionnel à compétences égales. Même au niveau de la rémunération, ça commence à changer, mais il y a beaucoup de discrimination au niveau de l'accessibilité aux droits entre les hommes et les femmes. Et les maladies menstruelles qui sont encore très invisibilisées aujourd'hui rendent les femmes encore plus vulnérables dans cette évolution dans le monde professionnel. Donc, merci et sensibilisons-nous et soyons plus compréhensibles face à la douleur d'autrui. Merci. Merci, Claude. Donc, pour conclure, moi, sur mon article qui parlait de la sécurité des femmes dans les VTC en France, ce que je peux dire, c'est que les femmes, ayant subi plusieurs agressions dans les bus, je parle beaucoup de la région parisienne, mais ce n'est pas qu'en région parisienne, hein. Beaucoup dans les bus, dans le RER, dans les métros, elles ont voulu, même pas, elles se sont tournées vers les VTC parce qu'elles se sont dit qu'avec des chauffeurs, elles vont être plus en sécurité. Mais malheureusement, il y a eu encore des constats de faits d'agression dans les VTC qui ont été rendus publics dans les médias. Et les compagnies Uber et Bolt, donc des compagnies de VTC, ont décidé de s'impliquer en montrant leur intérêt pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, ils ont mis des dispositifs en place. Et dans mon article, vous allez également avoir le témoignage d'une femme qui est chauffeur VTC, qui fait un témoignage, qui dit pourquoi elle a choisi d'être chauffeur VTC. Et aujourd'hui encore, ces deux compagnies ont commencé par la région parisienne, mais les mêmes dispositifs se sont étendus dans d'autres villes de France, pas encore dans toute la France. Donc, pas encore dans toute la France. On espère que ça va couvrir toute la France. Et on espère qu'il y aura pas que les hommes, hein, mais que ces compagnies-là de VTC, moi j'ai choisi de parler des VTC, mais dans tous les transports, donc les transports en commun aussi, vont mettre en place des dispositifs justement qui vont assurer aux femmes la sécurité dans les transports. Donc, pour mon article, c'est ce que je peux dire en conclusion. Et maintenant, pour vous inviter à aller lire ce magazine-là, comme je disais, donc c'est le premier numéro en version francophone, hein, en version française. C'est le premier numéro, donc la première édition, donc qui est parue en décembre 2025. Je vous invite vivement à lire cet article, ce magazine-là. Donc, pas que nos articles, mais les autres articles aussi. Vous avez le QR code donc qui s'affiche. Donc, je vous invite vivement à lire ces articles-là. Donc, vous voyez bien que pour les auteurs qui étaient présents, on peut faire le lien. C'est vrai qu'il y a la femme qui est le lien, mais il y a Laure qui nous a parlé de l'entrepreneuriat, donc féminin dans le tourisme. Donc, on a une
restauratrice dans le tourisme. Et ensuite, on a une autre entrepreneur que Habiba a décidé de présenter, qui est en situation de handicap, mais qui est tellement résiliente que vous allez voir en fait qu'elle est multifonction, elle est multitâche dans l'article d'Habiba. Et l'article d'Habiba parle de handicap. Et Claude également parle de handicap. L'endométriose, c'est également un handicap. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la carrière d'une femme lorsque elle subit les douleurs de l'endométriose en France? Et ensuite, on parle de sécurité. Donc là, la femme, par rapport à l'article de Claude, en milieu professionnel, est-ce que finalement elle se sent en sécurité dans son travail? Mais avec mon article, dans les transports en commun, est-ce qu'elle se sent en sécurité? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et elles ont été agressées, elles prennent des résolutions d'aller faire du sport. Et la boxe intervient avec l'article de Lydiane, la boxe au féminin. Donc, vous voyez bien que les problèmes qui concernent les femmes sont partout, sont vraiment partout. Donc là, on a eu le cas de l'Europe, de la France, on a eu le cas du Gabon. Donc, les problèmes sont partout. Donc, il n'y a pas que des problèmes, heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas que des problèmes parce qu'il y a des articles comme celui d'Habiba qui montrent vraiment ce côté positif de Lydiane, de Laure également. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition en décembre, qui va paraître en décembre avec de nouveaux articles, de nouveaux auteurs. Et nous disons merci en tout cas et n'hésitez pas vraiment à partager et puis à lire les articles. Merci et bonne journée à tous.